On parle évidemment aujourd'hui sur Boursorama de ce grand débat national donc qui commence avec ce lancement, pas en grande pompe, on n'ira pas jusque-là, mais lancement des consultations par le président en personne dans l'heure aujourd'hui. Et on a un thème, et on le sait, il y a un gros thème, il y a 4 thèmes, dont un qui est consacré aux impôts. Et on a senti, enfin pour ceux qui ont lu cette lettre, que le président Macron a cherché à cadrer un petit peu justement, voilà, on la voit cette lettre, qui sera a priori envoyée par missive à tous les Français, en posant des questions ciblées. Quel est le bon niveau de prélèvement, comment on rend la fiscalité à la fois efficace et compétitive, comment est-ce qu'on la rend plus simple, plus lisible, mais et d'ailleurs on va peut-être saluer notre invité, sinon je parle tout seul. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE, tous mes voeux. Bah oui, bonne année. Plein de bonnes choses, on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. On a cette demande pressante, on l'a compris, je veux dire, de justice fiscale, de justice sociale. D'ailleurs, quand on voit le cahier de doléances là, qui sont remontés des maires, c'est quasiment ce qui arrive en tête de gondole, en tête de liste. Et quand on voit toutes les idées qui ont pu fleurir dans le débat public, à la fois de leaders syndicaux, des gilets jaunes eux-mêmes, on a quand même... Il faut revenir à l'ISF, il faut mettre une tranche marginale supplémentaire sur l'impôt sur le revenu. Vos amis de Terra Nova qui proposent d'augmenter les droits de succession de 25%. Non mais sérieusement, on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore des hausses d'impôts sur les plus riches. On a le sentiment qu'on y va tout droit quand même. Même si le président a dit, l'ISF, on ne reviendra pas dessus. Voilà, donc le grand débat, effectivement, a cet intérêt, hein, c'est de poser la question de qu'est-ce que la justice fiscale, la justice sociale, et peut-être les particularités de notre modèle économique et notre modèle social. Voilà, tout ça va être sur la table et va ouvrir le débat. C'est vrai qu'on sent une demande assez forte suite à la réforme de l'ISF en IFI et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Ils vont coûter cher ces 3 milliards. Hein. Voilà, en fait, budgétairement, ils ne sont pas énormes, mais politiquement, ils sont assez coûteux, on va dire. J'ai l'impression, en tout cas dans le timing et comment ça a été fait, effectivement, la demande de rééquilibrage, en tout cas des mesures fiscales, et notamment d'une contribution plus forte des plus fortunés, semble apparaître assez nettement dans le débat, même si ce débat a l'air assez cadré par le président de la République. Il a bien dit dans sa lettre qu'il ne reviendrait pas forcément sur un certain nombre de mesures qui ont été prises au début du quinquennat, qu'il faudra évaluer plus tard, mais qu'il était trop tôt aujourd'hui pour dire quelque chose là-dessus. Ouais. Il y a cette demande, on a compris, on peut la résumer comme ça de la part des Gilets jaunes, que les gros contribuables payent gros et les petits payent petits. D'ailleurs, ça pourrait s'appliquer aux entreprises, à mon avis aussi. Hein. Mais de là à dire, il n'y a qu'un pas, de là à dire que les gros contribuables, les riches ne payent pas assez d'impôts. Enfin, on l'a entendu ce truc-là. Et l'économiste que vous êtes, il répond quoi à ça? Non, alors, il y a quand même un système socio-fiscal qui est redistributif en France. Hein. On voit quand même que le passage entre ce qu'on appelle les inégalités de revenus primaires avant redistribution et après redistribution, quand même, limite beaucoup les inégalités. Hyper intéressant, si on peut donner le chiffre. Ouais. Le chiffre, alors j'ai plus en tête. Hein, là, on divise par 2, je crois. On divise au moins par 2. Les inégalités de départ. La contribution, justement, de la fiscalité progressive joue quand même assez nettement. Et après, tout le système de prestations sociales, notamment, et de choses dont on parle assez peu, par exemple, comme ce qu'on appelle les transferts en nature, l'éducation, la santé, qui sont extrêmement redistributifs. Donc c'est vrai qu'on est dans un pays où finalement on limite les dégâts en termes d'inégalité et de taux de pauvreté. Et donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une contribution forte, notamment des hauts revenus aussi à ce système-là. On ne peut pas dire ça. Sauf que quand on voit l'hyperconcentration de l'impôt sur le revenu, on a 10% des Français qui contribuent à 70% de l'impôt sur le revenu. C'est tout à fait vrai, mais l'impôt sur le revenu, c'est 15% des prélèvements sur les ménages. Donc 85% de prélèvements sur les ménages passent par la CSG, par les cotisations sociales, par la fiscalité indirecte, la TVA ou même la taxe carbone. Et là, c'est flat tax. Et là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas progressif. Pareil, si on intègre les cotisations sociales. Et là, pour le coup, on n'a plus du tout le même schéma. Donc c'est vrai que cette question de redistribution, elle est importante, mais je pense qu'elle évacue un autre problème qui est là, on se focalise sur le revenu et assez peu sur les patrimoines. En fait, l'ISF porte quand même sur les patrimoines. Et c'est vrai que la concentration finalement des richesses, elle porte plus sur les patrimoines que finalement sur le revenu. Quand on dit remettre une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, pose cette question de la tranche supérieure qui est déjà à 45%. Si on rajoute à 45, on n'oublie pas les prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux et cette contribution exceptionnelle de 3 à 4% en fonction du niveau de revenu en plus. Justement, je crois que c'est ce qui permet d'arriver au 45. Non, c'est 45 plus. Plus, bon. Plus. Voilà, donc si on rajoute les prélèvements sociaux de 17 ou 18%, on arrive à 60. On n'est pas loin des... Voilà, on est à plus de 65. Niveau qui pourrait être considéré confiscatoire par le toujours ce risque constitutionnel. Voilà, donc ça, c'est le premier risque. C'est-à-dire une tranche supérieure encore poserait cette question du niveau, est-ce que c'est confiscatoire ou pas. À ça s'ajoute un autre problème qui est quand même, on a introduit le prélèvement forfaitaire unique. Alors c'est un problème... Le PFU.
Non, vous le dites mieux que moi. Et du coup, qui pose cette question de la taxation des revenus du capital et des patrimoines financiers. Donc, c'est vrai que si on rajoute une tranche... On s'aligne sur les standards européens. On s'aligne sur les On standards n'est pas européens. les plus compétitifs en France là-dessus. Alors, non, d'accord. Mais du coup, on voit cet alignement et surtout cette divergence entre la taxation des revenus du travail et du capital. C'est-à-dire que si vous mettez une tranche supérieure d'imposition sur le revenu, l'IRPP, et vous gardez le prélèvement forfaitaire unique, en fait, vous allez taxer uniquement les hauts revenus du travail et pas du tout les hauts revenus qui sont souvent issus du capital et des patrimoines financiers. Donc ça ne résout pas ce problème-là, qui est effectivement la constitution de gros patrimoines. La réforme de l'ISF en IFI montre qu'effectivement, plus vous montez haut dans les patrimoines, plus la part du patrimoine financier est importante. Donc c'est les très grosses fortunes qui finalement ont du patrimoine financier qu'on a beaucoup. Après, tout dépend de ce qu'on appelle riche en France. Encore une fois, si les riches, c'est les 20% qui ne paient pas la taxe d'habitation, mais 7 millions de gens. C'est pas du tout la même chose. Et des gens qui gagnent en célibataire 2 200 € par mois ou en couple 4 000 € avec ou sans enfants, je ne sais plus. Donc ça peut dire qu'en fait, il n'y a pas une espèce de démagogie, même si le président a écarté le fait, encore une fois, de rétablir l'ISF. Mais demander aux gens s'il faut rétablir l'ISF alors que l'ISF est payé par 0,1% des Français, on sait bien qu'il y a 99%. 1%. Alors pardon, 1% des Français, 99% des Français vont dire c'est le bon impôt parce que c'est pas eux qui le payent de toute manière. Non, il y a ça. Alors regardez, alors c'est pas forcément vrai parce que regardez par exemple sur les donations succession, l'imposition en fait finalement il y a à peu près plus de 80%. Aujourd'hui, des fonds fiscaux qui seraient exonérés par le jeu des abattements. Par le jeu des abattements d'imposition sur les donations succession. Et pourtant, c'est l'impôt le plus impopulaire. Donc, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. C'est vrai que l'ISF, pour le coup, n'était pas forcément un impôt qui était très impopulaire. Enfin, en tout cas, dans sa réforme, ne constitue pas une grande popularité, on le voit bien. Je pense qu'il y a manqué, en fait, là-dedans, ce n'est pas forcément que les Français étaient contre une réforme de la fiscalité du patrimoine, c'est de l'avoir fait de cette façon. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu des marges de manœuvre budgétaires qui ont été affectées de façon assez importante à la réforme de la fiscalité du patrimoine financée par l'ISF ou le prélèvement forfaitaire unique, en même temps que d'autres mesures fiscales augmentées comme la CSG et taxe carbone, à mon avis, a empêché ce débat sur la bonne fiscalité du patrimoine. Et puis autre chose, je pense que l'argument du gouvernement était assez limité dans le sens où il avançait que c'était pour relancer l'investissement. Or, il y a d'autres raisons qui expliquent l'investissement. Et l'investissement en France est plutôt dynamique par rapport aux autres pays. C'est pas un peu enferré avec Et donc, c'est enferré. Et donc, surtout, quelque chose qui permettait de résorber ça, pour moi, c'était de réformer l'ISF en le fléchant. C'est-à-dire que si, effectivement, on considère qu'on a des problématiques d'investissement, c'est uniquement sur certains segments d'innovation, sur les boîtes qui prennent le plus de risques, qui ont besoin de grossir. Et là, il aurait fallu qu'on se constitue une espèce de gros fonds d'innovation dans lequel, en fait, les gens qui payaient l'ISF, si elles investissaient, étaient effectivement exonérés d'ISF. Donc, peut-être que les Français auraient compris que dans ce cas-là, la réforme de l'ISF a un vrai intérêt de fléchage à l'investissement des boîtes qui en avaient le plus besoin. Alors que là, ça paraît plus comme un cadeau fiscal au détriment de la classe moyenne. Après, on ne résout pas non plus tous les problèmes, il faut quand même dire les choses. Je veux dire, à supposer qu'on rétablisse l'ISF 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État, la création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, au-delà du fait que 45 plus la contribution exceptionnelle plus les cotisations, il faudra voir si le Conseil constitutionnel ne dit pas au bout d'un moment on arrête, parce que c'est ce qui s'était passé avec la taxe sur les 75% de François Hollande à l'époque, on s'en souvient. Si on augmente comme Terra Nova, comme vos amis Terra Nova, j'arrête avec ça, de 25% de droits de succession, ça rapporte 3 milliards d'euros. Ça veut dire que même si on remet une louche sur les riches, derrière, on aboutit à quoi? Je sais pas, sur l'IRPP, est-ce que ça pourrait rapporter une tranche de plus? Mais ça dépend, parce qu'effectivement, comme en plus vous n'avez plus les revenus financiers dedans, ça serait uniquement une partie des revenus du travail. Et pour être là, il faut... Non mais on a quelques milliards qu'on fait rentrer. Maximum, Non mais en tout, si on met les trois mesures ensemble... Alors Terra Nova disait que ça se substituait quand même à l'ISF. Donc c'était une réponse en disant on ne rétablit pas l'ISF, mais qu'en fait il y a une problématique sur les donations succession et que finalement... Pour compenser le coût. Pour compenser le coût, c'est retrouver 3 milliards sur les donations succession. En les augmentant de 25% sur les grosses successions. On en avait parlé ici sur Boursorama. Donc on ne résout pas tous les problèmes de la France en mettant, encore une fois, en tapant un coup sur les riches. Ou alors, je pose la question. Non, on ne résout pas tous les... Non, je pense qu'il y a à la fois une notion quand même assez symbolique derrière, d'équilibre dans le partage finalement des ressources fiscales, c'est-à-dire dire à partir du moment où on distribue, on a des marges de manœuvre, c'est quelle priorité a été donnée. Je pense qu'une fois de plus, le séquençage est ultra important là-dedans et que si ça avait été fait de façon plus équilibrée et moins cadencée... Donc en même temps, entre la baisse de l'impôt sur la fortune... En même temps que la baisse de taxe d'habitation, non pas sur 3 ans. Et pas avec une hausse de CSG au début du quinquennat, une baisse des cotisations mais on revient à la fin au point de départ. Et du coup, donc, il y a cette question du financement. Et du coup, il y avait aussi la question, est-ce qu'il ne fallait pas plus l'étaler?
Ou est-ce qu'il ne fallait pas plus le flécher? C'est-à-dire, toutes ces questions sont quand même assez importantes, hein. Une fois de plus, l'argument de dire le problème de la France, c'est l'ISF et la fiscalité du capital, c'est quand même assez limité comme argument de dire si on supprime l'ISF, bah, d'un coup, l'investissement va repartir en France. Alors que ce qu'on constate, c'est que l'investissement était déjà reparti depuis 2015 et pour des raisons bien différentes. Pareil, l'ISF, c'est un principe de résidence. Donc, vous pouvez délocaliser votre patrimoine, mais continuer à investir en France. Par exemple, une baisse de l'IS est plus attractive dans le sens où pour en bénéficier, vous êtes obligé d'investir dans des boîtes qui sont en France. Donc, c'est quand même des choses assez différentes. Donc, je pense que c'est l'argumentaire et le séquençage qui posent aussi problème. Sachant que derrière, il y a beaucoup de... s'il y a une volonté de justice fiscale, il y a aussi, quand on regarde derrière les cahiers de doléances des Français qui ont été envoyés, les Français qui se sont exprimés depuis mi-décembre dans les mairies, on a des dizaines de milliers de témoignages qui vont dans le même sens, notamment hausse du SMIC à 1 500 € net, revalorisation des retraites sur l'inflation, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Le coût de toutes ces mesures est bien plus élevé que les quelques milliards qu'on va récupérer sur les riches. Alors, il faut quand même avoir ça en tête, c'est que bien sûr, l'assiette fiscale n'est pas la même. Donc, bien sûr, à partir du moment où ça concerne une large population, même des petites mesures ont un coût budgétaire beaucoup plus fort. Le problème de l'ISF, c'est qu'il a été concentré, avec le prélèvement forfaitaire unique, c'est quand même 5 milliards de gains fiscaux concentrés sur assez peu de ménages en France. Donc c'est vrai que c'est des gains individuels ou par foyer fiscaux qui sont... Voilà, il y a même, je crois que c'était Bruno Le Maire qui avait donné les chiffres. On n'était pas loin pour les 100 plus gros patrimoines financiers d'un gain fiscal de l'ordre de 1 million d'euros par an. Donc c'est vrai que du coup, ça crée des disproportions énormes. L'acceptation sociale est très difficile. Donc avancer des arguments économiques, il faut que ces arguments économiques soient vérifiés et justes. Et puis derrière, il faut une acceptation sociale de cette justice fiscale, cette justice sociale en tout cas, pour permettre ça. Qui n'est pas financée, on l'a vu, uniquement par des hausses d'impôts sur les riches. Donc il faudra derrière baisser la dépense publique. Et dans ces cas-là, on est dans la Ou alors c'était la taxe carbone, mais la taxe carbone n'est pas passée. Pour financer la baisse de taxe d'habitation, c'est vous qui l'aviez dit chez nous, ça. Pour financer la baisse de la taxe d'habitation, c'était le même montant, ce que ça coûtait, que la hausse de la taxe carbone. Exactement. Et donc là, on est face à un problème budgétaire quand même qu'on évoque assez peu. Mais c'est-à-dire que si la hausse de taxe carbone est complètement écartée, il y a encore 10 milliards à retrouver. Et c'est la taxe d'habitation qui était prévue initialement pour 80% des ménages est étendue à l'ensemble des ménages, c'est 7 milliards supplémentaires, avec un scénario de croissance aujourd'hui qui est moins vigoureux. On a compris que c'était pour ça que cette suppression totale pour les 20% des Français semblait assez compliqué à mettre en place. En même temps, c'est un engagement que le gouvernement avait pris. Il est toujours difficile en termes de fiscalité de prendre des engagements et revenir dessus. Donc il y a aussi cette question de l'instabilité fiscale qui commence à s'ancrer. C'est-à-dire que effectivement, les mesures d'investissement sur le long terme, etc., pour les entreprises, pour l'attractivité, c'est quand même assez important d'avoir une ligne assez claire. Et aujourd'hui, on voit que ça part un peu dans tous les sens. Voilà, et puis on manque de temps, mais on se demande si le président n'est pas coincé aussi, parce que derrière, si les Français, dans ces grands débats, ces grandes consultations, répètent qu'il faut revenir, réinstaurer l'ISF et qu'il faut plus d'impôts sur le capital et plus d'impôts sur les riches, puis il a dit qu'il ne reviendrait pas en arrière, on se dit qu'il est peut-être un petit peu coincé, mais... On ne préjuge de rien. On en reparlera tranquillement, notamment avec vous, Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci beaucoup.